Bonjour Claude, bienvenue. Notre télé s'appelle Arc-en-Ciel parce que je pense à la diversité, l'opinion et également expression et culture. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée des droits des femmes internationale, la journée internationale du droit des femmes. Et j'ai été invité d'être avec nous pour démarrer cette journée, également cette émission ensemble. Tu as accepté très gentiment, c'est un honneur pour moi. Et j'aimerais bien que tu parles un petit peu concernant sur la diversification, nos diversités et tout ce qui est, je dirais, laïcité des valeurs un peu que tu connais et tu fais beaucoup de choses pour réaliser ces valeurs dans les sociétés humaines. Donc voilà, je te laisse un peu de parole, on va parler ensemble, discuter sur les différentes choses. Merci Farhang. Donc bonjour la télévision Arc-en-Ciel. C'est un grand honneur pour moi que tu m'aies invité et je suis sensible au fait que tu aies pris la journée de la femme comme témoignage de lancement ou d'organisation de la télévision Arc-en-Ciel. Il y a beaucoup de sujets sur les droits de la femme, les droits internationaux de la femme ou des femmes. Et peut-être que le premier serait de se dire pourquoi nous, parce que nous parlons français, nous parlons des droits humains. Enfin, nous ne parlons pas des droits humains et nous parlons des droits de l'homme, alors que beaucoup de pays, comme les Anglais, ne parlent plus de Rights of Man, mais c'est Human Rights. L'Italie, c'est les droits des humains en Italie, en Espagne aussi. Et peut-être que cette réflexion sur cette journée des droits de la femme renvoie aussi à notre vocabulaire français qui limite les droits de l'homme au seul homme. Et ça me choque toujours de me dire que les droits de la femme sont défendus par les droits de l'homme. J'aimerais bien te présenter un peu, parce qu'on est parti sur un peu présentation de notre télé. Et j'aimerais bien te présenter, on se connaît depuis à peu près une dizaine d'années, peut-être un peu plus, au sein de la Fédération européenne des écoles. Donc on a vécu pas mal de choses ensemble et ces derniers temps, ça fait 2-3 ans que tu as pris la gouvernance de la Fédération européenne des écoles. Et depuis que tu as pris la gouvernance, il y a beaucoup de changements au sein de la Fédération. Ça, je suis témoin et je vois beaucoup de choses changer. Et je suis à tes côtés, donc on travaille ensemble sur différentes choses. Vraiment, je félicite ces actions, ce que tu as fait pour développer la Fédération européenne des écoles. D'abord, si tu veux bien parler un petit peu, parce que c'est ton rôle, moi aussi je fais partie du comité, mais c'est ton rôle d'expliquer un peu sur la Fédération européenne des écoles. Et après, je te poserai d'autres questions. Je te remercie beaucoup, Farhang, de me permettre de parler un petit peu de la Fédération européenne des écoles. La fédération a été créée dans les années 50 pour répondre à ce désir d'unir les pays, en Europe tout au moins, et d'éviter que des Grecs, des Suisses, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Anglais, des Belges se tapent sur la figure, alors qu'on est tous sur le même sol, dans la même planète. Et donc travailler sur ce désir de vivre ensemble et d'accepter l'autre. Et pour ce faire, les chefs d'établissement se sont dit qu'il faut éduquer les jeunes générations à cette compréhension de ce qu'est le vivre ensemble et de ce qu'est une citoyenneté, la citoyenneté européenne qui porte des valeurs de démocratie.
Donc, les chefs d'établissement ont décidé de créer un module d'enseignement qui s'appelle toujours Culture et citoyenneté européenne, qui apprend aux jeunes, quel que soit leur métier futur, qu'ils deviennent producteurs de lait, managers de projets informatiques, responsables de ressources humaines ou encore chargés des relations, chargés de communication. Il y a 90 diplômes au sein de la fédération. Eh bien, tous. Et il y a combien d'étudiants? Oh, la fédération. Je pose la question pour... Ça compte aujourd'hui, il y a plus de 200 000. Oui, 200 000 personnes qui font la fédération et c'est en gros entre 10 et 15 000 diplômés par an. Donc c'est la plus grosse fédération d'enseignement supérieur qui existe. Et cette fédération, d'un module d'enseignement, la fédération a créé maintenant des programmes qui sont reconnus et qui font, je dirais, la fierté des établissements qui les développent, parce qu'ils sont vraiment extrêmement concrets, très pratiques, ils permettent l'emploi, on a d'excellents taux d'embauche. Et d'ailleurs, la France, puisqu'on est en France là, mon cher Parang, la France, il n'y est pas trompé, puisqu'elle a reconnu et elle a certifié au niveau 1 les diplômes de la fédération. Donc ça, c'est une belle fédération. Et la fédération, elle a cette particularité tout de même, c'est qu'elle rassemble des établissements indépendants qui choisissent de travailler au plus près du terrain, qui essaiment un petit peu partout sur les territoires. Il y a 530 établissements, 33 pays. Donc récemment, pendant une élection dans l'été dernier, tu as été élue en tant que présidente de la commission de culture et éducation et culture. Oui, éducation et culture. Et ça aussi, c'est une bonne chose pour une femme comme toi qui était toujours dans le domaine d'éducation et culture surtout. C'est une bonne chose. Et est-ce que tu peux parler un peu concernant de cette commission et le rôle de cette commission et éventuellement qu'est-ce qu'il peut faire cette commission pour ce changement en profondeur au niveau de démocratie, au niveau de justice, des droits et également au niveau de solidarité dans le pays d'Europe et également dans d'autres pays du monde. Parce que je vois que tu défends 3 valeurs dans ton discours qui étaient droits humains. Deuxième, c'était la démocratie. Et troisième, état de droit. C'est important. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu là-dessus avant qu'on aille sur le sujet des droits des femmes? Ces thématiques sont les thématiques fortes et emblématiques du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe qui est à Strasbourg, je le reprécise toujours, et qui rassemble 47 pays. Le Conseil de l'Europe n'a pas de vocation directement économique. Le Conseil de l'Europe se positionne davantage sur des vocations, je dirais, de valeurs et je dirais, politiques, sur le respect de l'état de droit, de la démocratie, la liberté d'association, la liberté d'expression, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et l'éducation, c'est la protection de l'éducation dans les différents pays, le développement de l'éducation, l'honnêteté, l'intégrité dans l'éducation. Donc j'ai été élue présidente de la commission éducation et culture de la conférence des OING. Et cette commission, elle développe des groupes de travail. Donc ces groupes de travail, ils sont là pour permettre aux 350 OING de faire 2 choses. Nous avons une action, je dirais, bottom-top, puisque la conférence utilise les 2 langues, le français et anglais. Tout ce qui est sur le terrain, tout ce qu'on voit sur le terrain, tout ce que les associations constate sur le terrain dans les 47 pays et le faire remonter par le biais de la conférence auprès des ministres, du pouvoir des congrès, donc tous les élus régionaux et de l'Assemblée des parlementaires, de pouvoir faire remonter tous ces témoignages-là pour que des décisions soient prises pour renforcer justement l'état de droit, les droits de l'homme et la démocratie.
Et la conférence, elle a aussi ce rôle extrêmement important de faire redescendre tout ce qui se passe, toutes les bonnes pratiques, toutes les directives, toutes les intentions, et de faire en sorte que ça se connaisse, que tout ce qui est mis en œuvre dans un pays soit connu d'un autre pays, de renforcer cette solidarité dans les pays. Les gens ne se fréquentent, ils se fréquentent, tu as tous les réseaux sociaux qui permettent, mais souvent ça permet d'être assuré. Je vois il y a 15 jours, je rendais visite à l'École nationale des beaux-arts de Paris. Notre magnifique ENSBA, l'École nationale supérieure des beaux-arts. Et je travaillais sur cette question de l'accueil des étudiants, des artistes migrants, des étudiants artistes migrants. Comment les accueillir? Et l'ENSBA a mis en place ce qui est le minimum, c'est-à-dire le minimum indispensable, c'est un gros travail qu'ils font, c'est l'apprentissage du français. Comment pouvoir s'intégrer dans un pays, pouvoir suivre des cours si on n'en maîtrise même pas la langue. Tout à fait, c'est essentiel. C'est essentiel. Non seulement la langue, mais aussi la culture de s'adapter à la situation. Oui, essentiel. Oui. Et le NSBA, qui, évidemment, une école d'art à Paris, c'est emblématique. Tout étudiant artiste rêve de pouvoir faire ses études à Paris. C'est emblématique. Eh bien, le NSBA travaille et commence à travailler et nous a demandé s'il y avait d'autres initiatives, parce que c'est une initiative personnelle, il ne bénéficie d'aucune subvention du gouvernement, ni le ministère de l'Éducation nationale, ni le ministère de la Culture ne soutient ce projet. C'est sur les budgets propres de l'ENSBA, donc c'est vraiment une démarche volontaire de pouvoir accueillir ces étudiants artistes qui ont, je précise bien sûr, qui ont validé toutes les épreuves techniques artistiques. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire de l'accueil sans qu'au moins le respect de la démarche artistique de l'étudiant artiste ne soit validé. Eh bien, nous travaillons, et donc avec d'autres associations en Allemagne, en Pologne, en Italie, pour permettre à l'ENSBA de tisser des liens avec d'autres pays pour que ce travail qui est fait serve aux autres pays. Donc ça démontre bien ce travail de truchement du bas vers je dis pas le bas, des associations, je dirais le terrain vers les politiques, et des politiques vers le terrain, de comment on peut développer le vivre ensemble. Voilà. Et ça, c'est une chose pour l'Europe. Oui. Mais cette solidarité au sein de l'Afrique, Moyen-Orient, qui ont vraiment besoin. Moi, je pense que au niveau d'éducation, également culture, il ne faut pas que, mais je sais que c'est pas comme ça, mais il ne faut pas fermer les rideaux. Il faut une ouverture vers ces pays. Est-ce qu'il y a des projets prévus sur collaboration avec les pays d'Afrique ou Moyen-Orient, surtout Moyen-Orient aussi, parce que les Africains, ils sont un peu près encore en Europe, et ils viennent, mais Moyen-Orient aussi, je pense qu'il a besoin, avec tout ce qui se passe actuellement dans ces pays, c'est important. Penser à quelque chose à ce propos, je ne sais pas. Oui, et c'est extrêmement important ce que tu dis, Farang, et je suis contente que tu me permettes de m'exprimer sur ces aspects culturels. Lorsque l'on regarde et je dirais les élections qui viennent de se dérouler en Italie nous prouvent qu'on a un gros chemin encore à faire. Au quotidien, le voisin de palier ne dérange pas. Le voisin de palier, s'il n'est pas comme soi, s'il a une autre culture, on travaille ensemble, il est respecté. Mais ce manque de communication et je dirais de prise de conscience de l'autre fait que les personnes, les citoyens le rejettent en bloc. L'Italie aujourd'hui, ce qui vient de se passer, c'est presque normal. L'Italie est au premier plan. C'est elle qui se récupère en direct les vagues totales des bateaux, des migrants qui arrivent. Et je dirais, les autres pays d'Europe n'ont pas... C'est pas qu'ils n'ont pas développé. Ils sont pas assez participatifs. Ils n'en font pas cette solidarité de pouvoir essayer de travailler. Les Anglais, ils ont voté le Brexit, non pas pour des raisons économiques, mais c'est parce qu'ils voyaient en face la jungle de Calais. Ils avaient extrêmement peur que ça arrive, et ils avaient déjà, je dirais, la Manche qui les séparait, la mer du Nord,
qui les séparent, mais ils ont renforcé encore plus ce désir de rejeter l'autre. Alors que lorsqu'on est en Angleterre, et comme tu le sais, je partage ma vie, je vis à moitié en Angleterre, il n'y a aucun problème. Je dis, il n'y a pas aucun problème, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais je dirais, dans la rue, on discute, on se respecte, je dirais, donc il n'y a pas un souci. Je dirais, il y a une image extrêmement forte de rejet de l'autre. Et le Moyen-Orient et le travail de l'Europe a développé, je pense, sur le reste du monde, des vraies valeurs de fraternité, d'humanisme, de démocratie, de liberté d'expression, de ne pas enfermer les personnes pour leur la laïcité. La laïcité. Et surtout la France. Oui. La laïcité qui est l'acceptation de la rejet de l'autre et non pas écraser la religion de l'autre, ni même le refus. C'est l'acceptation de la religion de l'autre, en la laissant dans la sphère privée, mais l'acceptation de la religion de l'autre. Et dans les pays d'Orient et du Moyen-Orient plutôt et d'Afrique, l'Europe incarne un modèle. Et ce modèle, je pense qu'on a besoin aujourd'hui, et la conférence des OING y travaille, de renforcer ce modèle d'unité. Et moi, je travaille sur qu'est-ce que la culture européenne, qu'est-ce que l'identité culturelle européenne. Et je sais que le mot identité est un mot qui devient presque dangereux. C'est un mot où les gens ont peur de ce qui se passe. Il faut le manier avec énormément de tact et de diplomatie. Mais lorsque je vois la Barcelone, lorsque je vois l'Italie, lorsque je vois la Grande-Bretagne, je me dis au secours l'Europe, au secours l'Europe. Nous qui incarnons, parce que je suis européenne, un modèle de valeur, un modèle de fraternité, comment aujourd'hui pouvons-nous laisser partir l'Europe comme ça, de se laisser se déliter, alors que dans les pays du Moyen-Orient, on a besoin de montrer, et ils ont besoin de se référer à cette image des valeurs européennes. Alors, comment travailler avec les pays du Moyen-Orient? C'est de soutenir déjà ce qui se passe en Iran. Et je dirais symboliquement, le voile qui de là commence à descendre tranquillement. Et toute femme, et même tout homme qui porte un voile là sur la moitié de la tête, sait très bien qu'il va tomber. Avec la loi de la pesanteur, ça va tomber. Donc il faut encore le tenir. Ça, c'est des réformistes qui le font petit à petit tomber. Mais il y a des révolutionnaires aussi. Il faut l'arracher. Voilà. Il y a les révolutionnaires qui l'ont arraché, qui l'ont pris leur foulard blanc et ils l'ont présenté comme un drapeau. Et ils l'ont défendu de ça. Voilà, je ne veux plus de foulard et je suis pour la paix. Donc ces gens-là, depuis à peu près 2 mois, moi je dirais, ce sont des femmes révolutionnaires iraniennes qui sont depuis 40 ans, qui sont en train de... Tu es parti tout de suite sur l'Iran, mais il y a des raisons peut-être. Tu vois les choses peut-être... Je les vois de façon à ce que le foulard... Et je ne veux pas faire un procès de religion, tu comprends? C'est pas mon objectif. Je dis que le foulard est un symbole d'oppression de la femme. Tout à fait. On l'habille sous c'est un diktat religieux, c'est comme certains portent une croix. Non, porter une croix ou porter une kippa, c'est pas un symbole d'oppression. Là, le voile, clairement, c'est un symbole d'oppression. Donc, je le vois comme cela, et moi, j'applaudis les femmes lorsqu'elles arrachent ce voile dans la rue, qui est un espace public. Remettre le voile lorsqu'on va à la mosquée, ça ne pose aucun problème. C'est un espace religieux, il y a un respect, très bien. Mais dans l'espace public, que les femmes puissent se promener dans la rue libre. Qui restent en situation inégale. Voilà. Comme des êtres humains. Tout à fait. Et non pas comme une femme qui serait critiquée parce qu'elle se balade avec une mini-jupe ou les cheveux au vent. Qu'elle puisse se sentir libre d'agir et de faire. Donc la conférence des OING travaille sur cette question qu'on appelle le gender, de l'égalité homme-femme, et nous y travaillons très 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 fortement, à tel point que c'est un sujet qui est transversal dans toutes nos actions. Dans ma commission éducation-culture, nous travaillons sur les cités interculturelles, comment l'urbanisation, l'architecture façonne nos villes, mais est aussi artisan du vivre ensemble. Si tu crées des groupes déjà dans une ville, comment veux-tu, si déjà dans une ville ils ne se fréquentent pas,
où ils se regardent avec défiance, comment comprendre le monde. Donc ce travail sur les cités interculturelles, donc du dialogue interculturel, nous souhaitons le réfléchir aussi sur l'organisation de l'espace urbain. Eh bien, la question du genre, la question des femmes dans l'espace urbain, elle est transversale. Elle irradie le fait de se promener dans les rues, le fait d'aller dans les immeubles, le fait de fréquenter l'espace public. Nous avons un deuxième groupe de travail qui est l'éducation tout au long de la vie. Cette éducation tout au long de la vie, c'est permettre à tout citoyen, et là je lisais en France la réforme qui se fait sur la formation professionnelle, de transformer un compte-temps en compte euro. Bon, il y a beaucoup de choses encore à dire là-dessus, mais cette éducation tout au long de la vie, on le sait, les femmes, elle va servir aux femmes, cette commission. Pourquoi ? 80% des salariés aujourd'hui, non pardon, sur 100% des salariés, 20% travaillent à temps partiel. Sur ces 20% à temps partiel, à peu près 30% sont des femmes. Donc les femmes sont majoritairement concernées par le temps partiel. Pourquoi ? Parce qu'il y a les enfants à la maison, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a les tâches, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et étant moi-même maman, je sais ce que c'est. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas. Mais tu ne révolutionnes pas des habitudes aussi rapidement que cela. Et donc, l'éducation tout au long de la vie, c'est permettre aux femmes, aussi aux hommes bien sûr, de continuer à s'améliorer sur le plan des techniques, mais aux femmes d'avoir vécu une maternité, d'avoir vécu un accompagnement des enfants, d'avoir vécu souvent le soutien aux parents malades. C'est souvent les femmes, on les oublie, qui s'occupent des parents âgés malades. Les hommes le font, mais moins que les femmes. Et donc, c'est leur permettre de pouvoir être tout au long de la vie en capacité de travailler par de la formation. Et le travail, c'est la dignité de l'homme et de la femme. Donc travailler sur l'éducation tout au long de la vie, pour moi, le fil rouge, c'est travailler sur la dignité de l'homme et de la femme. C'est très important ce que tu dis, c'est-à-dire la partie éducation et travail. Voilà. Éducation et travail. Oui. C'est très important. Et en même temps, respect des droits. Oui. Droits humains, d'accord. Et comment il faut faire pour véhiculer ces valeurs dans les autres pays? Tu sais bien que moi, au sein de la fédération, je suis responsable de la Commission des droits de l'homme. Là, j'ai présenté un diplôme, éventuellement un master ou un doctorat dans le domaine des droits de l'homme, que tu as accepté et qu'on est en train de travailler là-dessus. Et à mon avis, il faut trouver des moyens pour véhiculer toutes ces valeurs dans ces pays. Et donc, tout ce que nous enseignons ici en Europe aux étudiants européens, c'est nécessaire que ça soit aussi fait la même chose dans ces pays. Alors, comment il faut faire ? À mon avis, à travers de Fédération européenne des écoles, chaque étudiant qui deviendrait notre étudiant des droits de l'homme ou droits humains, il deviendrait ambassadeur ou ambassadrice de ces valeurs dans son pays, dans sa ville, dans son quartier, et c'est comme ça qu'on développe. Parce que c'est vrai que les femmes dans ces pays, ils n'ont pas assez d'éducation, ils n'ont pas de travail. Leur travail, c'est une sorte de esclavagiste. Ils n'ont pas de respect. Mais tout ça, pour que ça change, il faudra que nous puissions envoyer nos référents, nos ambassadeurs dans ces pays. Donc, je pense que tu parles d'un sujet qui touche tout le monde, c'est-à-dire l'éducation et le travail. Et quand il y a ces deux-là, après il y a des moyens aussi avoir une vie propre, saine et également pouvoir continuer à vivre correctement.
Je reviens sur la journée des droits des femmes. Et là-dessus, je pose une question. Comment ça se fait? Parce que la journée des droits des femmes a été quelque part acceptée en 23 février 1917 en Russie. Tout en sachant que l'origine, ça vient à 1857. Quand je regardais ça, j'ai vu, et après je me rappelais tout de suite, parce que quand Mitterrand il a pris le pouvoir en 82, il a officialisé le 8 mars. Oui. Pourquoi ce retard d'un demi-siècle, même plus, 60 ans, les droits de femmes n'a pas été officialisé en Europe. En France. Ah, pourquoi? Alors, je ne suis pas historienne, tu le sais, donc je ne vais pas avoir les référents historiques, mais je dirais, on peut essayer de s'appuyer peut-être sur des références philosophiques ou sociologiques. Tout à fait, oui. C'est très difficile quand on est une femme, peut-être un peu moins maintenant, alors un peu moins. Tout le monde n'est pas doté d'une personnalité forte, qu'on soit homme ou femme. Il y a des hommes et des femmes avec des personnalités peut-être plus faibles et d'autres avec des personnalités fortes. Lorsqu'on est une femme, eh bien, les femmes qui avaient des personnalités fortes, qui voulaient parler au nom des droits des femmes, souvent leurs premières opposantes, c'était les femmes elles-mêmes. Les femmes elles-mêmes qui vivaient comme une forme de confort, le fait d'être dans le giron de l'homme. Et donc c'était difficile d'essayer de se battre comme ça. Et tous les hommes n'étaient pas forcément contre les droits de la femme. Certains ne se rendaient même pas forcément compte que la femme n'avait pas les mêmes droits. Ils s'en rendaient compte, mais finalement le monde vivait tranquillement comme cela. C'est au moment des violences que cela se passe. C'est lorsque les femmes subissent des violences que là, on se dit, attention, les droits de l'homme, ce n'est pas les droits de commander, les droits d'être dans des démarches de violence. Il y a toujours eu ce rapport de séduction entretenue, de venir courtiser une femme, et on pouvait et l'homme pouvait se sentir presque à la merci d'une femme qui acceptait ou non l'homme. Donc la femme jouait aussi de ce rôle et continue à jouer de ce rôle un peu charmeur. Tant que ça reste dans le charme, dans la séduction, dans le bonheur, dans le plaisir, ça ne pose pas de conflit, ça ne pose pas débat. En revanche, c'est dès lors que les femmes ne peuvent pas disposer de leur corps, et regarde comment il a fallu se battre pour le droit à l'avortement. Or, il s'agissait bien des corps des femmes, et ce sont les hommes qui empêchaient ça. Donc là, on était dans une forme de violence. Le fait de ne pas travailler, c'est parce que l'homme était responsable de nourrir son épouse, mais avec les guerres, il n'y avait plus la possibilité d'avoir les hommes, donc les femmes devaient travailler. Mais le travail de la femme favorisait l'émancipation, favorisait le fait d'être autonome, d'être indépendante, de pouvoir exprimer ses idées. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps une émission, et Carole Bouquet, qui pourtant est une actrice connue, reconnue, et qui le reconnaît, n'a pas forcément de problème financier, disait très simplement que dans le film de Lucie Aubrac, où elle incarne le premier rôle, eh bien, elle était moins payée que les autres acteurs masculins qui incarnaient des seconds rôles. Donc, je dirais, à tout niveau, et pourtant, et aussi, c'est une femme qui a de la personnalité. Donc, je dirais, il faut se battre au quotidien pour que les hommes acceptent soit que les femmes aient les mêmes droits, soit de réduire leurs prérogatives. Tu vois, c'est-à-dire que je suis pour un... Je pense qu'on n'arrivera pas à avoir tous les mêmes droits sur le plan salarial, faire augmenter la masse salariale de près de 30% comme ça, la masse financière salariale, les entreprises n'y survivront pas. Mais peut-être que les hommes pourraient être un petit peu cantonnés en ce moment pour que les femmes puissent avoir leur salaire augmenté. Et cette campagne qui est difficile, hein, Balance ton porc, qui était très difficile puisqu'elle mettait aussi en
elle a stigmatisé des hommes qui se sont sentis coupables presque de sourire à une femme dans un ascenseur. Donc je souhaite que ça n'aille pas jusque-là. En revanche, je suis peut-être faut-il passer par cela pour qu'on prenne conscience qu'il y a des femmes qui sont battues, des femmes qui sont tuées, des femmes qui sont humiliées, des femmes qui n'osent pas. Il faut peut-être passer aussi parfois par une petite partie comme cela. Alors pourquoi on a pris tant de retard? Parce que c'est long de faire évoluer les mentalités. Parce que l'homme aussi a une force physique supérieure à celle de la femme. Si on fait un bras de fer tous les deux, Farang, toi et moi, je suis sûre que tu me mets le bras par terre. Tout à fait. Donc, tout à fait. Ben oui. Donc une femme peut se sentir, et c'est même pas peut se sentir, est naturellement en situation d'inquiétude face à un homme. Et quand on est inquiet, eh bien, c'est difficile de continuer à juste argumenter par la seule parole, qui est le mot, qui au moins, je parle, tu parles, on peut estimer qu'on a le même équilibre. Et pour pouvoir parler et avoir le même équilibre du vocabulaire, il faut avoir la même éducation. Oui. Tu comprends? Il faut avoir les mêmes référents, il faut pouvoir se sentir certain de son discours. Et tu remarqueras que les personnes, les femmes, qui sont allés le plus loin, qui ont pu faire avancer le plus vite les droits, le plus vite, le plus fermement les droits, étaient des femmes instruites. Je pense qu'en 82, il a passé pas mal de choses en France. Donc une des choses importantes, c'était ça que Mitterrand il a fait. Je termine peut-être notre conversation avec le dernier sujet qui est la situation des femmes en Iran, parce que tu sais que l'Iran, avant cette révolution 1979, les femmes, ils étaient libres, il y avait une sorte d'égalité entre femmes et hommes. Maintenant, le niveau d'égalité, je ne veux pas juger là-dessus, mais on avait par exemple les femmes députées, on avait les femmes ministres, on avait des femmes artistes, il y avait vraiment beaucoup d'architectes, beaucoup d'opportunités pour les femmes depuis des siècles. Au moins depuis notre première révolution 1904, les femmes ils étaient toujours participants dans des différentes choses. Avec l'État islamique qui est instauré en Iran, tout d'un coup, ils ont coupé l'égalité entre femmes et hommes. Ça fait 40 ans. Depuis 40 ans, il y a une lutte très importante par les femmes iraniennes pour l'égalité, pour la liberté et pour les droits des femmes. Et ça n'arrête pas. Et ces femmes, ils sont souvent emprisonnés, ils sont torturés, ils ont été tués pour défendre leurs droits. Actuellement, il y a un mouvement que tu as cité, tu avais vu quelque part, tu as cité, et moi je suis un peu témoin de tout ce qui se passe et l'effort que les femmes iraniennes font pour avoir leur liberté d'expression, liberté de parole, liberté d'opinion, liberté de s'habiller. Donc, à mon avis, il y a un mouvement que aucun pouvoir pourrait résister devant cette volonté des femmes iraniennes, quel que soit le régime, et surtout le régime actuel. Ils ne pourraient pas, et à mon avis, ils vont arriver convaincre ou gagner cette guerre inégale. Et je sais que s'il y a un changement en Iran, au niveau culturel, il y aura un effet aussi dans la région, il y aura un changement dans la région. Ça fait
40 ans que le 8 mars, les gens ils n'ont pas Ils n'ont pas de d'autorisation de se manifester le 8 mars. Mais cette année, ils ont fait une déclaration, les femmes iraniennes. Le 8 mars, aujourd'hui, ils vont être devant le ministère de Travail et pour demander la liberté et l'égalité entre femmes et hommes. Et j'espère qu'ils ne seront pas encore une fois écrasés par les forces militaires du régime iranien. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Et si tu veux, on peut terminer notre... voilà. Je pense que c'est une avancée extraordinaire et évidemment il faut encourager les femmes. Mais paradoxalement, je vais peut-être te surprendre, je pense qu'il faut aussi encourager les maris de ces femmes. Car le regard des autres est très très lourd à porter. Et même si ce sont on dit des préjugés, des combats d'une autre époque, ces femmes qui ont le courage C'est très de important faire ça, ce que tu dis. Hein? ces Oui, femmes oui. qui portent cette volonté, elles ont des maris, elles ont des fils. Et c'est difficile pour les maris d'entendre les autres dire « Ah, mais c'est ta femme qui porte la culotte à la maison, tu n'es rien ». Parce que dès lors qu'une femme revendique le droit d'être l'égal d'un homme, c'est vécu par les hommes comme si l'homme devenait l'inférieur de la femme. Donc, on ne peut qu'aider ces femmes, et moi je rêve que ces femmes puissent aussi être avec leurs maris et leurs frères, et que ça soit un mouvement où les hommes aient une fierté d'avoir une épouse, d'avoir une mère, d'avoir une sœur, d'avoir une fille qui porte ce combat. D'ailleurs, pour dire tout simplement que tu sois au courant, il y a beaucoup d'hommes iraniens qui défendent des droits des femmes. Oui. Donc c'est vrai que tu le dis et c'est très très important. Alors, pour la conclusion, je vais me permettre de faire ce petit clin d'œil. Tu connais mon prénom. Mon prénom Oui. est Claude. Oui. À l'étranger, lorsque je voyage, Claude n'est pas du tout compris comme un prénom féminin. C'est Oui. toujours un prénom masculin. Et donc, je pense que ce côté droit de la femme est peut-être exacerbé chez moi parce que je suis obligée d'écrire non pas chair, mais en anglais mais chairwoman, parce que sinon tout le monde m'appelle monsieur. Donc, je revendique absolument l'existence et le droit des femmes comme une égalité aux hommes parce que dans l'image internationale, quand on travaille et quand on s'appelle Claude, on est automatiquement un monsieur. Et je voudrais pouvoir dire non, je suis une femme. Qui s'appelle Claude. Qui s'appelle Claude. Merci Claude. Merci Farang. Merci. Et merci Arc-en-Ciel.